Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo débrief de la malheureusement nouvelle défaite de l'Olympique Lyonnais face au LOSC, 2-0. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur le live hier, plus d'une centaine de personnes pour partager notre désarroi. Un match évidemment paradoxal, puisque on verra tout à l'heure dans les stats que finalement il y a eu des opportunités pour l'Olympique Lyonnais déjà de revenir dans le match. Dire aussi que même si Lille a globalement maîtrisé, de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas trop dans le jeu lyonnais, mais ce que l'on comprend, c'est que cette équipe ne s'est pas pressée de manière collective, est toujours le cul entre deux chaises, entre aller presser mais laisser des espaces derrière et puis être attentiste et favoriser le jeu de l'équipe adverse. Évidemment, celui qui est pointé du doigt dès hier soir et aujourd'hui encore, c'est le coach, Fabio Grosso, à qui l'on reproche ses constants changements de système, changements de joueurs. Je crois qu'il a coaché là son 7e match et c'est vrai que il serait quand même temps qu'il choisisse une manière de jouer, qu'il choisisse des joueurs et qu'il s'y tienne. Notamment en mettant les meilleurs joueurs de l'équipe sur le terrain, et même quand ils ne sont pas très bons, comme c'était le cas par exemple d'Alexandre Lacazette hier. Alors par contre, je suis pas trop d'accord sur les critiques sur le fait que il ait fait trop de changements de système hier. Il a commencé en 4-3-3, ce 4-3-3 finalement était assez solide, on peut dire que Lille marque un petit peu contre le corps du jeu, si on veut être honnête. Ils enchaînent ensuite un deuxième but incroyable, puisque c'est une frappe de 25 mètres dans la lucarne. En fait, ça m'a rappelé le coup franc du gauche de Lille contre nous lorsque l'on jouait le podium, je sais pas si vous vous souvenez, sous Rudy Garcia. Tirer du gauche à 35 mètres qui arrive dans la lucarne, en gros c'est des trucs qui arrivent quasiment jamais. Et d'ailleurs le joueur qui marque, Santos, c'est son premier but en pro, donc on vienne pas me dire mais bon c'est normal, c'est un joueur pro, il met une minace de 25 mètres dans la lucarne. Non, le mec est un latéral, c'est son premier but en pro, c'est des trucs qui normalement n'arrivent jamais. Donc on peut quand même dire qu'il y a un manque de réussite, même si là aussi, je ne veux pas me cacher derrière mon petit doigt. Clairement, on a senti que collectivement et techniquement, cette équipe de Lille nous était supérieure. Et même si certaines stats sont en notre faveur, notamment les expected goals, malgré tout, Lille est supérieure. De toute façon, ça a été un peu la défense de Fabio Grosso. Il dit face à une équipe qui est 4e et qui essaye d'aller en Ligue des Champions, et une équipe comme la nôtre, même si ça peut froisser Monsieur Textor qui considère que l'équipe peut aller en Ligue des Champions. Bref, il y a malgré tout une différence de niveau absolument considérable entre les deux équipes. Et puis, quand vous donnez des buts aussi faciles que le premier où Diomandé se fait prendre sur un simple 1-2 après quand même 2 passes après une relance longue du gardien, des trucs vraiment incroyables. Le deuxième but où Enrique remet la balle directement dans les pieds de l'adversaire et que O'Brien recule au lieu d'avancer sur l'attaquant et que l'autre vous met une balle en pleine lucarne, le premier but de sa carrière, ce sont évidemment des circonstances hyper défavorables. On pourra dire aussi l'action de Baldé qui de la tête vraiment est tout seul face au gardien et la met au-dessus de la barre transversale alors que s'il la pique, il y a but à 100%. Bref. Plus les différents 1 contre 1, un de Kadewere, un de Baldé. Alors on va me dire, oui, mais c'est la qualité des joueurs qui est en question, ce que je ne conteste pas. Mais on va dire quand même que y a des éléments qui nous sont quand même hyper défavorables, malgré le fait qu'on soit mauvais. Je ne cache pas le fait qu'on soit mauvais, je ne cache pas le fait qu'il n'y a aucun fond de jeu, je ne cache pas le fait qu'il y a des erreurs individuelles, mais il y a aussi quand même un certain manque de réussite. Et Fabio Grosso évidemment fait des erreurs. D'ailleurs, je renvoie à ma vidéo où que j'avais titré Fabio Grosso joue-t-il avec le feu,
À cette époque-là, Fabio était très suivi par les supporters et j'avais expliqué un certain nombre de choses. Et je vous invite à aller revoir cette vidéo et vous comprendrez que aujourd'hui, 1 mois et demi plus tard, eh bien, on en est où je craignais que nous en sommes, c'est-à-dire des joueurs qui n'ont plus confiance dans leur entraîneur et surtout un entraîneur qui fait des erreurs qui sont visibles, puisque ce n'est pas la première fois que Fabio Grosso fait beaucoup de changements à la mi-temps. Quand vous faites des changements à la mi-temps aussi nombreux, ça veut dire que vous reconnaissez de facto plus exactement, eh bien que vous êtes trompé sur votre composition initiale. Alors d'autres diront, ça veut aussi peut-être dire que vous n'êtes pas obtus et que vous acceptez de reconnaître que ça ne marche pas, qu'il faut tenter des choses. Bref, on peut reprendre les arguments, les retourner. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, Fabio Grosso, il a perdu énormément de crédit, y compris auprès des supporters. Je vais vous montrer le résultat actuel du sondage que j'ai lancé ce matin et vous allez voir que vous n'êtes plus très nombreux à faire confiance à Fabio. Alors vous le voyez, 114 votes, je vous invite à continuer à aller voter là-dessus. Oui, alors très contesté hier car considéré comme perdu dans ses choix, Fabio Grosso est une nouvelle fois fragilisé. Faites-vous encore confiance au coach? Donc vous n'êtes plus que 17% à faire confiance à Fabio. Je rappelle que au début de son arrivée, malgré les mauvais résultats, vous étiez 88% à faire confiance à Fabio. Non, 66% et d'autres qui lui laissent encore un peu de temps. 18%, donc on a 2 tiers qui ne font plus confiance à Fabio et 1 tiers qui soit lui font confiance, soit lui laissent encore un peu de temps. Mais vous voyez quand même que la tendance s'est nettement retournée autour de l'entraîneur. Alors on l'apprend ce matin, mais bon, à vrai dire, je ne suis pas du tout surpris. Mais 2 joueurs emblématiques de l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, eh bien, ne seront pas retenus, j'allais dire sont sur le départ. Je pense que Tolisso ne veut pas quitter le club, Lacazette je pense que oui. Mais en tout cas le club aimerait bien s'en débarrasser pour une raison principale, une raison financière. Outre, on va dire, des productions sur le terrain pas toujours bonnes, surtout Lacazette qui vraiment fait une saison calamiteuse, Tolisso semblait quand même monter un petit peu en régime. Mais tout simplement parce que ils ont des salaires absolument considérables et en plus, c'est ce que j'ai lu ce matin, vous savez qu'ils sont arrivés en transfert, sans indemnité de transfert, mais ils ont négocié des primes à la signature extrêmement élevées et ces primes à la signature sont versées de manière régulière, c'est-à-dire ça n'a pas été versé en une seule fois, mais ce sont des sommes considérables, malheureusement on ne les connaît pas, mais elles sont extrêmement importantes. Et donc, en les laissant partir, eh bien, vous allégez considérablement votre masse salariale. Je rappelle d'ailleurs que, puisqu'on parle de masse salariale, que demain, le 28 novembre, passage du club devant la DNCG. Alors évidemment, si la DNCG ne nous donne pas le feu vert, ou nous interdit tout simplement de recruter, évidemment, ils ne partiront pas. Si par contre, on est limité à nouveau en indemnité de transfert en masse salariale, par contre, là, leur départ paraît judicieux, puisqu'ils vont libérer un montant de masse salariale absolument dingue, qui permettrait de recruter 2 ou 3 joueurs. En plus, on sait que d'autres joueurs vont certainement partir, comme Khaled Tachar, etc. Mais évidemment, tout cela est lié au volume, on va dire à la liberté que va nous donner la DNCG, et pour le moment on n'en sait pas grand chose. Alors Fabio, qui a été beaucoup interrogé sur ces différents changements, écoutez, il explique, et moi je suis pas forcément en désaccord avec ce qu'il a fait. Par exemple, il dit en deuxième mi-temps, on devait mettre un peu plus d'intensité de course, on s'est créé de belles occasions, les joueurs qui sont entrés l'ont bien fait, malheureusement on a raté des buts faciles et c'est dommage. C'est vrai que Lacazette était tellement amorphe en première mi-temps, alors certes mal servi, mais si vous avez vu le match, vous vous souvenez sans doute de cette action où il part en contre-attaque et il se fait complètement bouffer par le défenseur en vitesse pure. Donc Lacazette, je suis désolé, mais il a absolument rien fait. On va regarder tout à l'heure ses stats individuelles. Vous allez voir que c'est pas franchement flamboyant. Et d'une certaine manière, Baldé, Cherki qui entre, ça a amené quand même un petit peu plus de
de dynamisme dans le jeu, même si malheureusement Baldé a raté des occasions très très importantes. Kadewere également a raté des occasions importantes. Alors Kadewere également est sorti, remplacé par Lovren, ce qui a choqué beaucoup de monde, mais moi pas tellement, parce que quand j'ai commenté le match, j'ai tout de suite vu qu'on était beaucoup trop faible au milieu de terrain, et donc finalement Lovren permettait de passer en 3-4-3, et donc d'espérer que les latéraux allaient apporter davantage offensivement, puisqu'ils se retrouvaient en piston. Le problème, c'est qu'un Enrique, c'est très modéré en attaque pour être gentil, et que Koumbedi n'a pas vraiment apporté grand-chose. Donc je n'étais pas choqué par le fait que Lovren remplace Kadewere. Ensuite, quand il fait rentrer Moreira à la place de Diomandé, il fait le choix de repasser à 4. Alors on va dire, oui, mais il démontre qu'il s'est bien planté, puisque il a commencé à 4, il est repassé à 3, ensuite il est repassé à 4, mais bon, Moreira fait une entrée plutôt correcte, et finalement Lille n'attaquait plus vraiment, donc moi je ne considère pas que c'était un mauvais choix. Après, ça n'a pas porté ses fruits, mais ce n'était pas, à mon sens, un mauvais choix. Et donc, il dit, en deuxième mi-temps, j'ai vu qu'on perdait de la distance. J'ai donc remis un peu d'équilibre à l'équipe en mettant 3 défenseurs et en laissant 3 offensifs. Dès que je l'ai vu qu'on a retrouvé les distances, on a essayé de rester dans le match sans prendre le 3e but. J'ai essayé de mettre un joueur offensif dans les dernières minutes pour mettre un but. Bon, moi, je considère pas, en tout cas, c'est peut-être que je me gourre, mais je considère pas qu'il était totalement perdu. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est perçu. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous pouvez faire des choses qui pour vous ont du sens, mais si elles ne sont pas comprises par les joueurs, par l'entourage, par le public, vous vous mettez en difficulté. Et c'est pour ça que Fabio aujourd'hui est clairement en difficulté. Ça, c'est une évidence. Alors Jean-Michel Aulas a publié un tweet pour défendre Lacazette et Tolisso, un tweet qu'il a supprimé parce que il s'est rendu compte quand même que ça pouvait quand même mettre un peu le feu, mais le problème c'est qu'il y a des gens qui font des captures d'écran évidemment. Et donc il a attaqué Mathieu Louis-Jean en disant c'est la cata. Donc il dit le problème ce n'est pas eux, Lacazette et Tolisso, mais les recrutements faits par Mathieu Louis-Jean qui sont du niveau Ligue 2 et qui ont été surpayés pour les raisons que l'on connaît maintenant. Alors sur les raisons que l'on connaît maintenant, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire, mais sur les recrues niveau Ligue 2, là je ne peux que lui donner raison. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais ouvrir à la trêve le dossier Mathieu Louis-Jean. C'est quelqu'un qui jouit d'une très bonne cote auprès des supporters, mais si on fait un bilan objectif des recrues Mathieu Louis-Jean, on va voir que ça vole pas haut. Ça vole même très très bas, et ça peut expliquer en grande partie la nullité de notre effectif, parce que moi je veux bien qu'on s'attaque à Fabio Grosso, et s'il part je ne vais pas le défendre, mais il faut aussi poser la question quand même du niveau des joueurs, c'est-à-dire qu'il a fait des revues d'effectifs, et finalement à part peut-être O'Brien, tous les joueurs sont nuls à chier, et quand ils sont bons dans un match ils sont nuls dans le match suivant, et parfois c'est même d'une mi-temps à l'autre. Par exemple, un Diawara que moi j'apprécie particulièrement, il n'a pas été bon hier du tout. Donc je suis pas choqué qu'il sorte à la mi-temps. Après il fait rentrer Akou, et puis pareil pour Alvero qui a fait une première mi-temps vraiment dégueulasse. Je suis pas du tout choqué qu'il sorte. Après le problème c'est que Akou, je suis désolé, le mec il sert à rien. Il est vraiment mauvais comme un cochon. Il n'avance pas. Pendant le match, je me moquais de lui en disant que quand il a signé son contrat, son job c'était de ralentir le jeu, et effectivement c'est ce qu'il fait en permanence, ralentir le jeu. Il ne crée absolument rien, et quand vous êtes dans un 4-2-3-1, il faut quand même être capable de mettre le ballon notamment vers Ryan Cherki, et ça il en est totalement incapable. La plupart de ses passes c'est des passes à 2 mètres sur le mec qui est juste à côté, donc franchement entrée d'Akou pour moi sans aucun intérêt. Alors justement, une des choses qui est reprochée à Fabio Grosso, c'est d'avoir remplacé Lacazette par Mama Baldé. On aurait pu faire rentrer Mama Baldé en ailier, parce que notre ami Nuama, évidemment, est une fraude absolue. Vraiment, ce joueur est d'une nullité extraordinaire.
Comme j'ai expliqué pendant le match, il revient systématiquement sur son pied gauche, il n'a absolument aucun pied droit. Donc quand il joue du côté droit, bah évidemment, il dribble du côté gauche, donc il amène la balle sur le défenseur. Donc ça lui facilite grandement la tâche. Et quand il est du côté gauche, souvent on envoie sur lui un deuxième joueur. Et comme il n'a aucune intelligence de jeu, eh bien il va s'enferrer dans les deux joueurs et évidemment perd le ballon. Donc Lacazette est sorti à la mi-temps, vous l'avez ici, donc vous voyez il a joué exactement le temps que Mama Baldé, et que en 45 minutes, eh ben Mama Baldé a 1,01 XG, bon malheureusement non converti, et Lacazette c'est 0,02. Ah, les amis, Lacazette c'est 28 buts la saison dernière, là il nous fait une première mi-temps à 0,02 XG. On pourra me dire 50 fois oui mais il est mal servi. Mais je suis désolé, il est lent, il y a plein d'approximations techniques. Vous voyez qu'il a tiré une fois au but, c'est passé 50 mètres au-dessus. Non, il a tenté aucun dribble, il n'a touché que 19 ballons. Et en plus, 7 passes sur 9 réussies. Aucun duel gagné quand même, aucun duel gagné pour Lacazette. Vous me direz, Baldé en a gagné que 1 sur 8, mais ça veut dire aussi qu'il a été plus actif. Et au niveau des balles perdues, vous voyez, 6 ballons perdus par Lacazette. Donc non, vraiment, Lacazette, il méritait pas de rester sur le terrain. Donc moi, je ne peux pas critiquer le changement de Lacazette, même si certains diront « Ah bah oui, mais on aurait bien aimé voir Lacazette et Cherki en même temps sur le terrain. » Oui, moi aussi, j'aurais bien aimé. Mais en même temps, Lacazette, il a totalement démissionné. Comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est lui capitaine de l'équipe, il vient jamais en conférence de presse. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment démissionné. Si on regarde l'attaque momentum, on voit que globalement, Lille en bleu, on va dire, a plutôt eu le contrôle du jeu. Évidemment, ce qui nous tue, c'est les 2 buts en 5 minutes. Et vous voyez qu'en première mi-temps, finalement, il se passe pas grand-chose. Et en fait, la maîtrise, entre guillemets, qu'on avait jusqu'au but, c'était une maîtrise de façade, c'est-à-dire que Lille n'était pas forcément très dangereux, même s'ils ont eu un petit coup de chaleur, mais nous on ne faisait rien, c'est-à-dire qu'effectivement on gardait le ballon, mais on n'en faisait rien du tout, donc on va dire c'est une première mi-temps soi-disant maîtrisée, mais pour ne rien créer du tout. En fait on faisait circuler le ballon dans notre camp, un petit peu au milieu de terrain, mais on ne tentait rien. Si on va plus loin dans les stats, alors on voit qu'on finit à 1,92, alors d'autres sites nous donnent 2,18, mais si on regarde les stats en première mi-temps, on est à 0,15 XG, c'est-à-dire qu'on ne tente rien, on ne réussit rien, donc effectivement c'est de la possession totalement stérile. Donc pour moi, quand j'entends parfois on a fait une bonne première mi-temps, non, on n'a pas fait une bonne première mi-temps. Et Lille a joué en chaussons ce soir, ils étaient tranquilles, ils se sont jamais sentis en danger. Et en plus, effectivement, un petit peu contre le cours du jeu, de ce que j'ai ressenti. Bon, après, je suis pas forcément hyper objectif, mais il marque un petit peu contre le cours du jeu. Vous voyez qu'avant de marquer, il se passe pas grand-chose du côté de Lille. Et puis en deuxième mi-temps, on redémarre plutôt bien. Et là, effectivement, il y a pas mal de coups de chaleur sur le but lillois. Il est évident que si vous marquez à cette période-là, peut-être qu'après vous arrivez à revenir. Donc oui, globalement c'est pas bon, mais c'est pas non plus aussi catastrophique qu'on veut bien le dire. Le problème, c'est qu'on est lié par la qualité de nos joueurs, et la qualité de nos joueurs, elle est extrêmement faible. Alors bon, vous le constatez par rapport à Menton, et puis peut-être aussi quand vous avez regardé le live, je suis pas spécialement catastrophé par ce match, par ce résultat. Tout simplement parce que moi je me place dans la position où nous sommes, c'est-à-dire dernier du championnat. Et ça c'est un fait. On est dernier du championnat, on reçoit le 4e, une équipe qui est européenne, une équipe qui est beaucoup plus cohérente que la nôtre, une équipe qui travaille avec son entraîneur depuis 1 an et demi. Fabio Grosso, il y a beaucoup de choses à lui reprocher, et d'ailleurs je ne me suis jamais privé de le faire. Mais en fait, c'est pas face à Lille que on doit se mesurer, c'est face aux équipes de notre niveau, les équipes du bas de tableau. Donc on va regarder tout de suite quelles sont ces équipes. C'est Clermont, c'est Lorient, c'est Toulouse, c'est Montpellier, c'est Strasbourg. C'est ces équipes-là qui font que
Alors, on a un match en retard, vous le savez, le match à Marseille. Évidemment, je vais pas vous dire qu'on va aller prendre 3 points à Marseille, mais regardez, si on ne prenait ne serait-ce qu'un point, eh bien finalement, on serait qu'à 3 points du barrage. 4 points pour être hors de la zone de relégation, et justement, on va rencontrer Toulouse. Alors, je vous dis pas forcément qu'on va battre Toulouse, mais voyez que la situation est grave, mais elle n'est pas désespérée, tout simplement parce que le championnat est très particulier cette saison, avec effectivement 3-4 équipes très dominantes, et derrière une sorte de super ventre mou, où finalement, que vous soyez 5-6e ou 16-17e ou 18e pour le coup, vous n'êtes ni condamné ni sauvé. Alors effectivement, il vaut mieux être plutôt dans cette zone-là en ce moment que dans cette zone-là, mais si vous voulez, à partir d'aujourd'hui, j'espère que tout le monde a compris, que ce soit dans le club ou en dehors, qu'on doit se positionner dans là où nous sommes réellement, c'est-à-dire dernier du championnat, et considérer qu'aller chercher un point à chaque match, eh bien c'est déjà ça de prix. Évidemment, il faudra des victoires, et pour le moment, notre gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à gagner. Alors évidemment, on se déplace à Lens qui est un peu en feu depuis quelques temps. Lens d'ailleurs qui a toujours eu un peu les mêmes vertus, après avec plus ou moins de réussite, mais des vertus d'engagement, des vertus de rentrer dans l'adversaire, et ça c'est quelque chose qui évidemment ne nous va pas tellement, mais en même temps qui va peut-être nous permettre de jouer du jeu de contre-attaque. Le problème c'est que sur les contre-attaques, on a des joueurs qui sont soit lents, comme Lacazette, soit maladroits, comme Nuama, comme Baldé, comme Kadewere. Donc évidemment, ça fait beaucoup d'obstacles à surmonter. Je crois que l'avenir de notre équipe va passer forcément par le mercato, avec, je pense, déjà beaucoup de départs. S'il y a beaucoup de départs, il y aura des arrivées. Il faudra bien choisir ses arrivées. Et j'espère d'ailleurs d'ici là qu'un directeur sportif sera venu pour bien cibler les profils, parce que là, il faudra pas se planter une deuxième fois comme on s'est planté cet été. Je ne baisse pas les bras, de toute façon, comme je dis toujours, ça reste du football, il y a des choses graves dans la vie, et même si on aime notre club, écoutez, s'il descend, il descend. Nous, on va continuer à le supporter quoi qu'il arrive, donc évidemment, on préfère jouer des matchs de haut niveau, jouer la Coupe d'Europe, mais si on doit faire des saisons purgatoires en Ligue 2, écoutez, on fera des saisons purgatoires en Ligue 2. Donc il ne faut pas se surstresser par rapport à ces résultats. Il y a des choses importantes dans la vie. Là, il y a une mission qui est de sauver le club. Évidemment, le calendrier prochain n'est pas très favorable, mais bon, il y aura des équipes contre lesquelles on doit prendre des points, c'est-à-dire notamment Toulouse et Nantes. Monaco, il faudra pas trop y compter. Lens, faudra pas trop y compter. Mais c'est plutôt les équipes, je dirais, au-delà de la 6e place, contre lesquelles on doit prendre des points. Est-ce que Fabio va trouver des solutions ? Faut bien dire que pour le moment, il galère à en trouver. Il fait beaucoup de changements. Je pense qu'il va falloir, s'il est encore là, parce qu'on peut pas non plus exclure le fait qu'il puisse prendre la porte, tout simplement. Vous savez que le club suit énormément les réseaux sociaux, et il suffit de voir mon sondage pour voir qu'il y a plus grand monde aujourd'hui qui soutient Fabio Grosso. Donc et puis bon, il y a évidemment la piste Genesio, je vais pas vous mentir, qui fait son chemin en se disant s'il y a bien un coach qui a quand même été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 il y a 2 saisons, qui ne dira jamais non à l'Olympique Lyonnais, c'est Bruno Genesio. Je pense qu'il aurait le soutien de beaucoup de supporters, pas tous, parce qu'il y en a qui n'apprécient pas Genesio tout simplement. Moi, je suis mesuré sur ce choix parce que Bruno, c'est quelqu'un qui a besoin de joueurs techniques pour appliquer ce qu'il veut faire sur le terrain. Alors peut-être qu'on peut avoir un Bruno Genesio pragmatique, mais on sait qu'il s'entend extrêmement bien avec les joueurs, ce qui n'est pas du tout le cas de Fabio Grosso. Et donc peut-être il peut remobiliser les joueurs qui, on va dire, n'arrivent pas à s'entendre avec cet entraîneur.
notamment les Lyonnais, hein, faut pas se leurrer. Là, on va revenir sur du Lyonnais. Est-ce que ça peut être suffisant pour sauver la saison? Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je pense quand même qu'il y a un problème de niveau de joueur et que le mercato d'hiver peut peut-être nous permettre de solutionner ce problème-là. Voilà, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.